Avec Caroline Loyer qui me rejoint sur ce plateau, nous recevons Jean-Louis Martin, économiste et chercheur associé sur l'Amérique latine à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau ce matin. On va parler du Mexique, de la situation du Mexique, des différents droits de douane qui sont mis en place, des différentes annonces. Les dernières, ça concernait les tomates, notamment 17% de droits de douane sur les tomates importées du Mexique. 2 tomates sur 3 consommées aux États-Unis sont récoltées au Mexique. Cette mesure va concrètement pénaliser qui ? Les premiers à être pénalisés, ça va être les consommateurs américains. On ne voit pas comment ça pourrait ne pas se traduire par une augmentation des prix des tomates dans les supermarchés américains. Ça, c'est un effet mécanique et il n'y a pas du tout pour les consommateurs d'alternative. C'est-à-dire qu'il n'est pas envisageable de relancer la production dans l'immédiat, d'autant qu'en plus l'ICE arrête les récolteurs de tomates en Californie. Oui. Donc non, ça va provoquer alors l'effet sur l'indice des prix américain va être modeste, mais là il va y avoir une hausse des prix. Ça handicape aussi bien sûr les producteurs de tomates mexicains. Je ne sais pas si tant que ça, parce que ça va pas faire baisser la demande, vous l'avez dit. Qu'il n'y a pas de exactement, et comme il n'y a pas beaucoup d'alternatives à leur production à eux, je pense qu'ils vont continuer à vendre leurs tomates aux États-Unis. Non, c'est assez typique des mesures, comment dire, surprenantes, quelquefois prises par le président Trump. Mais bon, les tomates, c'est pas le sujet central pour le Mexique. Le sujet central, c'est l'industrie automobile, alors qui jusqu'ici échappe quand même assez largement aux droits de douane, puisque aux droits supplémentaires, parce que en fait, il y a 2 catégories de biens exportés du Mexique vers les États-Unis. Il y a ceux qui sont exportés dans le cadre du traité commercial avec les États-Unis, ce qui représente à peu près 80% des exportations mexicaines vers les États-Unis, et il y a le reste. Alors, ce qui est dans le cadre de l'accord commercial, ça n'est pas directement affecté par les tarifs douaniers. Ce sont les 20% restants qui étaient taxés jusqu'ici en théorie à 25% et qui maintenant vont l'être à 30%. La fameuse lettre. La fameuse lettre. Alors lettre qui fait allusion aux efforts insuffisants du Mexique pour lutter contre le trafic de fentanyl. Bon, on peut toujours effectivement estimer qu'il faudrait faire plus parce que l'impact aux États-Unis est sévère. Cela dit, le Mexique, je crois, n'a jamais fait autant que maintenant pour lutter contre ces trafics. Il a livré des dizaines de narcotrafiquants aux États-Unis, qui s'empressent d'ailleurs aux États-Unis de faire des accords avec la justice américaine pour en dénoncer un autre. Donc on ne sait pas très bien comment ça va être traité du côté américain. Et puis les Américains ne font pas non plus grand-chose pour lutter, quand même on peut dire rien du tout, pour lutter contre les exportations d'armes à destination du Mexique. Donc les Mexicains peuvent s'estimer maltraités, effectivement, mais jusqu'ici, et je crois que ça va continuer, la présidente Sheinbaum réagit de manière très très modérée, parce qu'elle sait bien qu'en réagissant, elle risque de susciter la colère de Donald Trump, donc sa réaction est sans doute la meilleure possible. Oui, le calme, c'est ce qu'elle a choisi de faire face au président américain. La tête froide, en effet. Caroline. Justement, j'avais une question sur l'approche de Claudia Sheinbaum. Depuis le début, on dit qu'elle a la bonne approche. Là, quand elle a reçu la lettre dans laquelle Trump menace d'augmenter les droits de douane de 30%, elle a dit « j'ai déjà un peu d'expérience avec ces choses ». Elle a ironisé sur le fait qu'il avance, qu'il recule, etc. Est-ce que vous pensez qu'elle mène toujours bien sa barque aujourd'hui? Elle est en bonne position pour négocier? Comment ça se passe? Je pense vraiment que je suis pas totalement enthousiaste sur tous les points de ce qu'elle fait, mais sur les négociations avec les États-Unis, je pense qu'elle a vraiment l'approche la plus raisonnable possible et sans doute la plus efficiente. Enfin, c'est rechercher à tout prix la négociation, en espérant que Trump changera d'avis. Jusqu'ici, ça a relativement bien marché, mais on ne sait pas.
Je ne peux absolument pas faire un pronostic sur le fait qu'il va faire un pas en arrière ou pas. C'est tout à fait imprévisible. Vous avez commencé à l'évoquer, il y a cette guerre commerciale et il y a la crise migratoire aussi provoquée par Donald Trump. Le Mexique subit une forte baisse des transferts de fonds de la part des immigrés qui vivent aux États-Unis et ce sont des sommes qui aident énormément l'économie mexicaine, les familles notamment. C'est un poids très fort. Oui. Alors, c'est vrai que depuis le début de l'année, on a commencé à observer une petite baisse des transferts, de ce que les Mexicains appellent les remesas, c'est-à-dire les transferts des immigrés. Alors, il y a diverses raisons. Il y a le fait que ces transferts sont maintenant en partie taxés. La taxe est faible, hein, c'est 5%, alors que certains législateurs républicains avaient parlé de 50% avant. 5%, c'est pas beaucoup. D'autant qu'en plus, la créativité financière fait qu'il y a des tas de canaux nouveaux qui s'ouvrent et qui ne se font pas attraper dans cette taxation. Mais c'est vrai, il y a une petite baisse. On est sur des montants qui restent quand même très élevés, plus de 60 milliards de dollars par an. Il est possible qu'en fin d'année, on se retrouve plutôt vers 55. Dans le passé, le seul moment où il y a eu des baisses, en fait, c'est quand il y a eu une crise aux États-Unis. On a vu ça, par exemple, à la fin de la première décennie du siècle, vers 2009-2010. Ça va peut-être être une crise plus spécifique, plus provoquée. Et comme vous dites, ça a un effet sur les familles. D'autant que si au niveau macro, ça n'est pas décisif pour le Mexique, 60 milliards, c'est quand même pas négligeable, mais ça représente 3% du PIB mexicain. Localement, ça peut être beaucoup plus important. C'est-à-dire que dans certains États mexicains, par exemple, je me rappelle avoir regardé ça il y a pas très longtemps, dans le Chiapas, ça représente, qui est l'État le plus au sud, à la frontière du Guatemala, c'est 15% du PIB de l'État. Donc là, ça se voit vraiment beaucoup et ça touche les familles les plus pauvres. Lors de la première guerre commerciale, lors du premier mandat de Donald Trump, le Mexique avait su tirer profit de la rivalité entre Pékin et Washington. De nombreuses entreprises chinoises avaient délocalisé. La Chine avait accéléré ses investissements dans l'industrie mexicaine. Est-ce que le Mexique pourrait continuer de tirer profit de cette situation sous Trump 2 ? Non, ça ne marche plus parce que précisément ce que Trump ne veut pas, veut éviter, c'est l'installation d'entreprises chinoises au Mexique pour profiter à la fois des coûts relativement bas de production au Mexique et de la proximité du marché américain. D'ailleurs, on a vu des entreprises chinoises qui avaient des projets, en particulier BYD dans le secteur automobile, renoncer à leur investissement. Donc, je pense que ça va pas se faire dans l'immédiat. Cela dit, l'industrie automobile est une industrie très lourde qui voit le long terme. L'alternative à un projet mexicain, ça n'est pas un projet américain. C'était aux États-Unis, puisque une entreprise, quelle soit chinoise ou que ce soit Ford ou Renault, ne prend pas ses décisions d'investissement, puisqu'il s'agit à chaque fois de plusieurs milliards de dollars, en fonction d'un mandat présidentiel. C'est-à-dire que, effectivement, on a des projets suspendus et ça va durer autant que durera Trump. Mais là aussi, il est tout à fait possible qu'à un horizon de 3 ou 4 ans, ces projets réémergent parce que économiquement, ils font sens. Et puis, une autre chose aussi qui est sans doute une illusion de la part des Américains, c'est imaginer que les projets vont être transférés aux États-Unis parce que il y a des avantages à produire au Mexique, il y a des circuits logistiques sur les fournitures de pièces qui sont pas du tout transférables comme ça du jour au lendemain. C'est une industrie complexe et qui est sans doute un peu gênée par Donald Trump en ce moment, mais qui ne va pas remettre en cause son fonctionnement. Merci beaucoup d'être venu ce matin nous voir, Jean-Louis Martin, économiste et chercheur associé sur l'Amérique latine à l'IFRI.